Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission Studio le 360. Aujourd'hui, et comme c'est d'actualité, nous allons aborder les évolutions du dossier de l'affaire du Sahara et notre invité sera Yasmine Hsnaoui. Madame Hsnaoui, bonjour. Bonjour Monsieur Boudram, merci beaucoup à 360 de m'avoir accueilli aujourd'hui. Alors pour vous présenter Madame Hsnaoui, elle est chercheure spécialiste de la question du Sahara. Elle est passée par plusieurs postes de responsabilité, plusieurs postes de consultant. Et, et nous aimerions, pour commencer, lui demander son avis sur le dernier rapport soumis par le secrétaire général de l'ONU au Conseil de sécurité. Donc bonjour, le dernier rapport du secrétaire général Guterres de l'ONU il a rappelé ou il a réaffirmé les fondamentaux d'une solution politique pragmatique, durable, basée sur le compromis, tel que stipulé dans les précédentes résolutions du Conseil de sécurité, résolution 2440, 2496 et 2494 et 2468. Il est important aussi de noter que ce rapport, c'est-à-dire le secrétaire général, il a ressorti l'élan politique des tables rondes de Genève, mis en place par l'ancien envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU au Sahara marocain, Hearst Caller, c'est-à-dire la participation des quatre parties prenantes, qui est le Maroc, le Polisario, l'Algérie et la Mauritanie. Et aussi, il a rappelé que pour sortir de cette issue, pour trouver une solution, il faut continuer dans ce processus politique qui est exclusivement dans le cadre onusien. Notons aussi que le secrétaire général a félicité le Maroc de l'excellente collaboration qu'il a fait avec la MINURSO durant ces temps difficiles du Covid. J'entends parler par ça la facilité du passage ou des voyages des membres civils et militaires de la MINURSO, le résultat des tests rapides du Covid. Donc il y avait vraiment une excellente Est-ce qu'on collaboration. peut dire que c'est un rapport qui est favorable au Maroc? Oui, favorable. Pourquoi? J'ai pas terminé. Il y a aussi 2 éléments importants. Dans le rapport, le secrétaire général, il a attiré l'attention internationale, d'une manière très ferme sur les violations, du cessez-le-feu de l'accord militaire numéro 1, ainsi que les résolutions du Conseil de sécurité commises par le Polisario. Notons, il y avait 57 violations majeures et 57 violations individuelles de la part du Polisario. Et là, ça reflète, c'est un défi majeur du Polisario contre les résolutions du Conseil de sécurité. Donc pour moi, et puis aussi, n'oublions pas, ça a été noté, les violations, les multiples violations des séparatistes du Polisario dans les camps de Tindouf. J'en passe, il y a les disparitions forcées, le harcèlement des médecins lors du Covid, l'emprisonnement de toute personne qui ose critiquer non seulement le leadership du Polisario, mais aussi c'est-à-dire le pays hôte qui est l'Algérie, qui a une responsabilité vis-à-vis des Sahraouis séquestrés dans les Tidouf. Donc, en grosso modo, Monsieur Boudram, je pense que c'est un rapport très positif qui s'aligne avec la position du Maroc. Il y a d'abord l'appel à cette solution politique. Il y a aussi, et aussi qui s'aligne avec la proposition du plan d'autonomie proposé par le royaume chérifien. Il y a aussi le fait que le Maroc n'a cessé d'attirer l'attention internationale, la communauté internationale, la communauté mondiale sur les violations que fait le Polisario avec l'Algérie dans la zone tampon Guerguerat. D'accord. Le secrétaire général de l'ONU recommande la reconduction du mandat de la MINURSO Oui. pour un an. Qu'est-ce que Mhm. vous en pensez? Alors, pour la reconduite, le renouvellement du mandat de la Sauf surprise, évidemment, oui. de dernière minute. Je vais vous dire, renouvellement d'une année ou de 6 mois, c'est quelque chose de technique. Le plus important, il faut voir le fond de la résolution. C'est ça le plus important. Chaque année, il y a des fois, on trouve des résolutions qui vont pour 6 mois, une fois pour un an, mais le plus important, c'est que qu'est-ce qu'a réalisé le Maroc avec ses partenaires
dans cette résolution qui va avec la lignée maintenant la communauté internationale. Maintenant, pourquoi il l'a fait pour une année? Pour donner du temps aux Nations Unies de recruter un nouvel envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara. Maintenant, l'ONU est très occupée avec cette pandémie Pandémie, oui. mondiale Et d'autres conflits, peut-être et d'autres conflits conflits qui qui sont sont. plus C'est importants des conflits armés quand même, des ouais, des par exemple. conflits armés, notant que aussi le Sahara avec ce qu'il y a dans les menaces que représente dans la région du Sahel. Mais je pense, ce qui est important, c'est que le Maroc va vers une lignée de réussite à 100%. Et moi, je ne le dis pas, ce sont les résolutions du Conseil de sécurité qui le disent avec cette solution pragmatique qui est durable, basée sur le compromis, qui est maintenant qui s'aligne avec le plan d'autonomie. L'appel est à ce que ce différend, c'est un différend régional entre deux pays, le Maroc et l'Algérie. Donc, pour moi, 1 an, 6 mois, c'est technique. Le plus important, c'est le fond. Et le plus important, c'est les mouvements qu'a fait maintenant la diplomatie marocaine dans les coulisses, avant la résolution, avant la sortie de cette résolution, et tous les déplacements qu'ils le font à l'échelle internationale pour montrer au monde qui est le réel responsable dans le statu quo de ce conflit Alors artificiel. là, actuellement, pour la présidence tournante du Conseil de sécurité, c'est la Russie qui mène le jeu. Est-ce Mhm. que ça change quelque chose pour. Écoutez, la Russie, je pense que le fait que la Russie préside le Conseil de sécurité ne va pas trop influencer ce que va sortir dans le Conseil de sécurité, dans la résolution du Conseil de sécurité. Notons déjà, pour rappeler, il y a un travail qui se fait dans les coulisses. Le Maroc travaille dans les coulisses, ses partenaires travaillent dans les coulisses. Je ne pense pas qu'il va y avoir un changement parce que maintenant, la communauté internationale et aussi la Russie est consciente du fait que la seule sortie issue pour sortir de cette impasse, c'est d'aller vers une solution politique. Maintenant, l'Algérie, je dirais, c'est elle qui doit s'impliquer davantage. Et c'est à l'Algérie de s'impliquer davantage et de dire que c'est vraiment, elle a un rôle important et vital dans la résolution de Alors, ce conflit. on va revenir à l'Algérie en parlant du sujet Maintenant, de. l'influence, pour terminer, juste un petit instant, alors pour la Russie, donc je ne pense pas qu'elle va influencer. Et aussi, notons que dernièrement, il y a eu beaucoup de déplacements, beaucoup d'actions de la part de notre diplomatie marocaine, Beaucoup de contacts avec les responsables russes contact aussi. à travers le ministre des Affaires étrangères, avec le ministre des Affaires étrangères, Nassar Bourita, avec son homologue en Russie. Il y a eu même la réunion qui a eu lieu avec l'ambassadeur marocain en Russie, avec des officiels russes. Et donc, je pense, en grosso modo, je pense que les relations maroco-russes sont au beau fixe. Donc, pour revenir à la question de l'envoyé spécial, donc, ça fait plusieurs mois que Koller a démissionné. Est-ce que l'absence d'un tel responsable n'influe pas les choses un peu. Non, Je pense par exemple pour parler de Genève, mmh, qui en principe pour reprendre doivent être supervisés par quelqu'un, oui, en bien sûr. l'occurrence un envoyé spécial. Bien sûr. Alors je pense que le Maroc et plutôt l'ONU va accélérer d'ailleurs, ça a été cité avant la résolution 2440, qui est le représentant, un responsable, je ne me souviens plus du nom, un responsable américain qui a dit qu'il faut accélérer le recrutement d'un envoyé spécial. Je pense qu'après cela, l'ONU va accélérer d'ailleurs, il y a eu des candidats, hein, c'est pas, ils sont pas restés dormir dans leur laurier. Il y a eu des Mais candidats, rien d'officiel. mais rien d'officiel. Mais là, l'ONU travaille à recruter un envoyé spécial. Mais je pense que pour recruter, je pense que l'ONU ou ce nouvel envoyé spécial doit terminer ce qu'a commencé l'ancien envoyé spécial Hearst Collars, c'est-à-dire ramener les quatre parties à une solution politique. Et aussi, il faut tirer, c'est très important, il faut tirer
exemple où des leçons, c'est-à-dire des leçons, des responsabilités des anciens diplomates de l'ONU quant à ce dossier. Par exemple, ce conflit, il a testé l'imagination et la patience de James Baker de 97 à 2004 en proposant un référendum qui n'a mené nulle part. Puis après, Van Walsum qui est venu et puis il a démissionné juste quelques années après parce qu'il est convaincu que l'indépendance n'est pas une solution viable à ce conflit. Puis après, il y avait Christopher Ross qui, après 13 rounds, n'a pas emmené ce dossier Plus loin. plus loin. Et là, Hearst Kohler, qui est venu avec une nouvelle dynamique, avec un nouvel esprit, a ramené ses partis, a trouvé une solution politique basée sur un compromis. Mais notons que durant quand il y avait Hearst Kohler, n'oublions pas que des fois, il y avait un amalgame que l'Union africaine devait s'approprier de ce dossier. Alors rappelons que l'Union africaine, son rôle n'est pas de s'approprier de ce dossier, mais son rôle C'est est d'accompagner, comme vous avez dit. Oui. d'accompagner et d'assister, de soutenir le processus qui doit être exclusivement sous l'ONU. Et aussi, je pense que le nouvel envoyé spécial doit être conscient de la dynamique de la région, c'est très important, de nos provinces du Sud, doit être conscient qu'il y a un problème de terrorisme dans le Sahel dont les séparatistes sont liés avec les séparatistes, les groupes armés terroristes qui menacent la stabilité de la région. Donc je pense que ça englobe, ça c'est important pour qu'on les... Comme l'option du séparatisme n'a jamais marché nulle part Oui, ailleurs. oui, effectivement, en Afrique ou en Somalie, vous voyez, c'était pas, donc ça n'a vraiment pas marché. Donc je pense que, moi je dirais que la communauté internationale est maintenant consciente de 2 choses. Elle est consciente que, le Maroc ne va pas sortir du cadre du plan d'autonomie. Qu'il soit un envoyé spécial de n'importe quel continent, le Maroc ne va pas sortir de son cadre. La communauté internationale est consciente que le Maroc s'attache à son Sahara, historiquement parlant, que c'est un problème plutôt régional. Et la communauté internationale est consciente aussi que ce n'est pas un conflit entre le Polisario et le Maroc, mais c'est plus, ils utilisent le Polisario comme proxy, mais c'est plus un conflit entre l'Algérie et le Maroc. Donc, Et d'ailleurs, l'Algérie est c'est- citée plus de 5 fois dans les dernières d'accord. Donc, résolutions. c'est l'occasion pour moi de rappeler que vous êtes titulaire d'un doctorat en relations internationales, Oui, et donc justement sur la question du en Sahara, sciences sociales. et ça en sciences sociales, et Mm. ça s'intitule La question du Sahara dans la politique étrangère algérienne. Voilà, la politique de l'Algérie dans la question du Sahara, et que j'ai fait ce doctorat en anglais. D'accord. C'est une première. Oui. Pourquoi le choix de l'anglais? Alors le choix de l'anglais parce que premièrement, je suis de formation anglophone et j'ai vécu aux États-Unis, j'ai enseigné aux États-Unis dans 5 universités. Aux États-Unis, j'ai enseigné la culture dans l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient et les langues étrangères. Et donc c'est là où j'ai commencé un petit peu c'est-à-dire mon travail de fond sur la question, parce que c'est là-bas où on sent vraiment qu'il faut faire beaucoup de choses pour faire connaître les réalités à la communauté internationale, Un travail de surtout pédagogie? de pédagogie et puis aussi à l'extérieur de l'université. J'étais très active avec des associations américaines, j'étais active avec la communauté marocaine à Washington, D.C. Je donnais des conférences sur les affaires maghrébines, sur la question du Sahara, et plutôt corriger les choses qui se disaient au Maroc. Parce que là où j'étais, il y avait quand même un noyau du Polisario qui propageait des choses qui ne sont pas vraies sur le Maroc. Donc moi, et aussi, il n'y avait pas de publication en anglais du côté marocain. Il n'y avait pas beaucoup de publications. Et d'ailleurs, c'est l'une des choses pourquoi c'est important que le Maroc s'ouvre, c'est-à-dire l'éducation supérieure, s'ouvre plus sur la diversification De la recherche, de la de la recherche publication. scientifique en anglais dans ces choses-là, les études subsahariennes. D'accord, donc L'anglais, pour revenir à la teneur de votre thèse, grosso modo, si j'ai bien compris en parcourant quelques extraits, vous dites clairement que la solution au conflit du Sahara se trouve à Alger oui, oui. Alors et pas pourquoi? ailleurs. Parce que j'ai fait un travail de fond. C'était pas un travail où,
c'était uniquement au Maroc, j'ai voyagé Vous partout, avez j'ai même interrogé des gens du FLN oui, ben, j'ai et des interviewé plus de séparatistes? 30 personnalités. Je suis partie aux États-Unis, je suis partie, j'ai interviewé des officiels américains, des chercheurs dans des think tanks, je suis partie en Suisse, à Genève, j'ai interviewé des chercheurs, algériens par Skype, j'ai interviewé des gens dans la politique algérienne, des dissidents algériens, donc j'ai voyagé un peu partout. Je suis partie aux États-Unis, en Espagne, en France, en Angleterre. J'ai consulté des archives. Donc, en fait, j'ai fait un travail de fond parce que, pourquoi? Pour comprendre un peu, parce qu'on ne peut pas comprendre Ouais. cette politique sans pour autant comprendre la Et, con- politique interne de l'Algérie. et conclusion? Eh bien, conclusion, comme tout le monde le sait, c'est le rôle de l'Algérie. Maintenant, tout le monde le sait. On va me dire, oui, mais tout le monde sait que c'est le rôle de l'Algérie. Mais le plus important, c'est de ramener ces preuves et de ramener des témoignages vivants de ces personnes-là. Regardez maintenant les déclarations de Saadani qui dit que le Sahara est marocain. Bouteflika, il est plus marocain. Il voulait toujours rencontrer Hassan II. Et regardez le jour de quand Hassan II est décédé, vous avez vu comment il s'accrochait à son cercueil. Donc, vraiment, il y avait c'est une relation je dirais, d'amour, de haine, mais aussi le fait que l'Algérie ne voulait pas que le Maroc gagne dans le terrain, géopolitiquement. Il y a beaucoup de choses, mais là, ça relève des militaires. Quand je parle pas du peuple Ouais. algérien, mais des militaires. Mais tant que nous avons les mêmes personnes, je ne Donc, pense pas vous que les parlez de choses génération, peuvent. de problème de génération. Oui, c'est Du un moins, ouais. problème générationnel aussi. C'est un problème maintenant, voyons, la plupart des jeunes de l'Algérie ont moins de 30 ans. La plupart n'ont pas connu la marche verte, ils n'ont pas connu la guerre des sables. Ce qu'ils veulent, eux, quand ils sortent dans les rues, ils veulent plus une bonne gouvernance. Il n'y a même pas, dans les manifestations, il y avait même pas un slogan qui disait indépendance au Polisario ou quoi que ce soit. Mais c'est un problème générationnel et malheureusement, ça n'a pas changé. D'ailleurs, il y a toujours, quand le président algérien maintenant sort dans ses déclarations, et c'est ça ce qui il parle d'indépendance alors qu'il n'y a aucun texte aux Nations Unies, en droit international, qui parle de colonisation et d'indépendance. Il parle d'indépendance, l'autodétermination, c'est un terme qui est révolu, qui n'est même plus cité dans les résolutions, dans les résolutions du Conseil de sécurité. Pourquoi? C'est parce que ça vient ça émane d'une idéologie mise en place par l'ANP, par le FLN, par Ouari Boumdienne, et ça continue Et qui n'est jusqu'à plus maintenant, d'actualité, qui qui n'est n'est plus plus. d'actualité. Moi, je pense que maintenant, le Maroc gagne du terrain. Il faudrait continuer dans ce sens. La diplomatie marocaine vraiment a réussi son défi à l'échelle internationale pour que les résolutions changent dans un temps record. En suivant la vision de Sa Majesté, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, on est un peu pressé par le temps. Je Oui, voulais avoir votre avis sur les dernières gesticulations du Polisario. Je fais allusion à ce qui s'est passé à Guerguerat. Et puis même ce qu'on appelle les séparatistes de l'intérieur, avec la création d'une certaine instance de lutte contre l'occupation marocaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors à Guerguerat, ce qui s'est passé, c'est, comme vous le savez, c'est un rituel du Polisario, de l'Algérie. Quand il y a quelque chose qui s'approche aux Nations Unies ou dans des instances internationales, il y a toujours des agitations. À Guerguerat, c'est vrai ce qui s'est passé, ça a été mis à l'échec par les Nations Unies parce que les séparatistes n'ont pas réussi leur coup. Ils ont été rappelés à l'ordre, même pas du Maroc, mais de la communauté internationale. Et ça a été cité depuis 2017. Maintenant, il y a aussi maintenant le fait que la communauté internationale, notamment les Nations Unies, corrige ce que propage le Polisario. Ils disent que c'est des zones libérées alors que c'est des zones tampons démilitarisées qui étaient mis par le Maroc, donc ça appartient au Maroc dans le Sahara, et que ça a été fait lors de l'accord militaire numéro 1. Donc c'est des agitations, et d'ailleurs, il y a eu des enregistrements dernièrement du Polisario des Sahraouis dans les camps de Tindouf qui étaient sous le choc de ce qui s'est passé. J'ai entendu les enregistrements, ils étaient sous le choc, ils sont retournés à Tindouf, et voilà, donc c'est un échec. Maintenant, pour revenir à ce qu'a fait la soi-disant Aminatou Haïdar, moi je ne veux pas donner trop d'importance parce que le Maroc maintenant, quand on parle de liberté, certes, il y a des libertés, mais il y a quand même Mais il y a la loi. certaines Il y a limites. la loi, oui.
il y a quand même certaines limites. Il y a une souveraineté à respecter. Donc je pense que maintenant, ça se passe au niveau du tribunal. C'est au côté international, c'est un défi majeur des résolutions. C'est plutôt maintenant politique. Et rappelons-le, Aminatou Haidar n'est pas des zones de conflit. Elle est hors des zones de conflit. Merci Yasmine Hsinaoui. À un prochain rendez-vous, Inch'Allah. Merci Mesdames et beaucoup. messieurs, notre émission touche à sa fin. À un prochain rendez-vous, Inch'Allah.